Il est 18h30, Yaorana, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres de ce mardi. Fini le passage du permis moto et du BSR à Tahiti. Une annonce incompréhensible pour les moto-écoles. La convention avec le pays pour l'utilisation du plateau technique permettant de passer les examens n'a pas été renouvelée. Une annonce aux conséquences lourdes pour les Polynésiens. Les moto-écoles, elles, attendent des solutions. Attention à la leptospirose. 2 cas dont une hospitalisation ont été enregistrés ces derniers jours. Pas de quoi s'alarmer pour le moment, mais la saison des pluies fait craindre une multiplication de la maladie. Le témoignage ce soir d'une victime suivie de notre invité, le docteur Henri-Pierre Mallet, responsable du bureau de veille sanitaire, est parmi nous. Une structure flambant neuve pour la Fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Le local a été inauguré en fin d'après-midi. Il permettra une meilleure coordination des actions menées par la Fédération. Elle annonce également l'ouverture d'une ligne verte. On en parle dans un instant avec la présidente de la Fédération, Cathy Godot, et notre deuxième invité ce soir. Enfin, qu'allez-vous porter durant les fêtes du Nouvel An? Magasins et professionnels de la beauté sont pris d'assaut depuis hier. Robes, paillettes, maquillage, nous sommes allés à vos côtés à la recherche du détail qui fera briller votre 31. Si vous aviez prévu de passer votre permis moto, sachez que ce n'est donc désormais plus possible. La dernière épreuve a eu lieu hier. Consternation du côté des moto-écoles. La convention avec le pays pour utiliser le plateau technique à Pirée n'a pas été renouvelée. Des travaux sur le site en vue des Jeux du Pacifique seraient en cause. Le point sur la situation, c'est avec Nicolas Pérez. Vouloir passer son permis pour rouler cheveux au vent sur son 2 roues pourrait être difficile, voire impossible d'ici 2 jours. On se sent un petit peu abandonné, délaissé. Là, je fais passer mes 2 avant-derniers BSR et j'aurai mes 2 derniers demain, mercredi. Et après, on ne sait pas. Informé par l'IGSPF il y a 6 mois de la fermeture de cet espace de formation aux 2 roues, les 4 auto-écoles de la place spécialisée n'auraient à ce jour aucune nouvelle des autorités. Par rapport au ministère, on n'a pas eu de retour et il y a quand même un flou parce qu'on sait qu'il va y avoir il y a une piste qui va être prévue. Le projet de piste est prévu. Mais on ne sait pas quand les travaux vont démarrer, on ne sait pas la durée des travaux, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se terminer. Pour Julien, en formation pour le passage du permis A, dit grosse cylindrée, c'est un arrêt brutal dans ses ambitions, mais souhaite rester positif. J'espère qu'ils trouveront une solution et que ça pourra se faire très vite dans le début de l'année. Après, je pense que c'est plus problématique pour les jeunes qui veulent passer le BSR et tout ça. Je pense que c'est plus embêtant pour eux. Moi ça va, j'ai déjà des moyens de locomotion, un autre permis, donc c'était un bonus pour moi celui-là. Avec près de 400 permis par an, toutes formations confondues, l'auto-école craint pour la sécurité des usagers plus que pour ses revenus. Nous, on se bat pour la jeunesse polynésienne, pour qu'ils puissent passer leur BSR et qu'ils ne roulent pas sur la route sans permis comme c'est le cas trop souvent. À compter de mercredi, si aucune solution n'est trouvée par le pays, le permis A 125 cm3 et BSR ne pourront plus être délivrés sur le territoire. On parle de santé maintenant. La leptospirose a fait 2 victimes ces dernières semaines, dont une hospitalisée. La saison des pluies propice au développement de la maladie, souvent imputée aux rats, mais aussi à l'urine d'animaux. Ce soir, nous vous proposons le témoignage d'une victime de la leptospirose. Témoignage d'un ancien journaliste de TNTV. Matei Tutave a bien voulu raconter son combat. Il est au micro de Nicolas Pérez et Davidson Bennett. J'ai un père qui est infirmier à la retraite aujourd'hui, qui nous a toujours parlé. Donc c'est une maladie qu'on avait entendu parler déjà et qui faisait peur bien sûr parce qu'autour de lui, il avait vu notamment des personnes qui ont perdu par exemple l'usage de leurs reins ou eu des séquelles à cause de cette maladie-là, voire qui sont morts. La leptospirose égale danger, quoi. À l'époque, donc, j'étais sur le terrain lorsque j'ai eu les premiers symptômes, je ne me sentais pas bien et j'ai même dû arrêter de travailler pendant quelques jours.
Je me suis rendu compte que la fièvre ne baissait pas, j'étais de plus en plus faible et je pensais que c'était la dengue ou quelque chose de similaire. Mais lorsque j'ai décrit mes symptômes, notamment celui qui a fait tilt, c'est lorsque je leur ai dit que j'avais aussi les urines très foncées, limite rouges. Ça a fait tilt dans la tête d'un médecin qui m'a demandé de faire un dépistage automatiquement. Et heureusement, je pense, qu'il a dépisté ça assez rapidement et m'ont hospitalisé de suite. Les médecins m'ont demandé où j'aurais pu contracter ça. Donc je leur ai dit que j'étais au fin fond de la vallée de Papenau, dans cette même période-là, mais sans blessure sur les pieds. On était toute une bande. D'ailleurs, j'avais appelé certains parents, certains copains qui étaient aussi avec moi pour savoir s'ils n'avaient pas eu les mêmes symptômes. Et en fait, personne d'autre n'avait contracté ça. Du coup, je ne pense pas que je l'ai contracté là-bas. Et je pense plutôt que ça viendrait soit d'une canette, quelque chose qui n'était pas lavé. Ouais. Les médecins m'ont dit que si j'avais attendu 24 heures, 48 heures en plus, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et donc si ça touche le foie ou les reins ou d'autres organes, là, ça peut aller très très vite en fait. Ouais. Ce qui a changé, c'est que à chaque fois que j'achète des canettes, notamment des canettes qui ont été stockées quelque part, donc c'est nettoyé à fond au départ. Ouais. Tout le monde connaît cette maladie aujourd'hui, heureusement, mais il faut pas penser que ça peut arriver qu'aux autres. Ouais. Et la Polynésie qui se classe parmi les pays et territoires d'outre-mer les plus touchés par la leptospirose. Docteur Henri-Pierre Mallet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes le responsable du bureau de veille sanitaire et d'observation de la santé à l'Arras. On vient d'entendre ce témoignage. Ce n'est pas uniquement au cours d'une activité de baignade ou par une plaie finalement que l'on peut attraper la leptospirose. Alors, majoritairement, si, c'est quand même le cas. La leptospirose, on la connaît bien, on en parle depuis des années et des années. Et effectivement, la Polynésie est particulièrement touchée, c'est quand même inquiétant. On tombe un peu dans la banalité, alors qu'il ne le faut pas. Hein. C'est jusqu'à 200 personnes connues affectées par an, une centaine d'hospitalisés, parfois 1 ou 2 décès par an. Donc c'est vraiment une maladie dont qu'il ne faut pas oublier. Les facteurs de risque, la contamination, alors on l'a dit, classiquement, c'est vrai qu'on rapporte la boisson, la bouteille souillée, etc. C'est quand même très très rare en fait. La majorité des cas, c'est effectivement un passage du microbe à travers la peau ou à travers une petite plaie. Mais même une peau très fragilisée, une petite blessure suffit, une peau très fragilisée, ou dans la bouche quand ça passe par la muqueuse, pas en l'avalant, mais par la muqueuse. Donc ce qui fait qu'on peut être contaminé effectivement par des bains, très souvent surtout par la marche dans l'eau ou la boue souillée. Et en ce moment, avec les inondations, on se retrouve en savate dans l'eau, ou dans les faapous, toutes les personnes qui travaillent dans les faapous pieds nus, c'est la majorité des circonstances dans lesquelles on a des gens qui attrapent cette maladie. Pourquoi, selon vous, la Polynésie se classe aussi mal parmi... C'est ça, je pense que c'est le mode de vie, effectivement, d'une part, le fait de... facilement pieds nus. Facilement pieds nus. Je pense que c'est facilement pieds nus. On n'a pas l'habitude de mettre des bottes. Hein. C'est vrai que c'est pas agréable, mais mettre des bottes dès lors qu'on est en contact avec le sol, c'est probablement la meilleure. Voilà, tout à fait, oui. Et puis il y a un contexte environnemental favorable, hein, avec les pluies et la chaleur. Et donc particulièrement en saison des pluies, effectivement. Le témoignage tout à l'heure le montrait, c'est à peu près 15 jours d'incubation. C'est-à-dire qu'après une exposition, en général, la maladie apparaît 15 jours après. C'est ce qu'il a été décrit. Hein. C'est une fièvre brutale. On pense que c'est une dengue, on pense que c'est une grippe, et puis ça passe pas. Un peu aux symptômes de la grippe. C'est ça. C'est assez compliqué finalement de différencier. De faire un peu la différence. Le symptôme de la dengue, heureusement, on en a moins, donc on sait que c'est pas la dengue, mais ça peut être confondu avec la grippe, avec malheureusement des symptômes qui peuvent évoluer, comme ça a été montré, avec les urines jaunes, un teint jaune. Et là, il ne faut pas perdre de temps ça peut mener jusqu'au décès. C'est bien une réalité. On a l'impression que cette maladie finalement n'est pas assez prise au sérieux quelque part. Si c'est pas traité assez tôt, ça peut mener au décès. Ça peut mener d'abord à la réanimation, parce que le rein est touché, le foie est touché, alors que si on traite rapidement avec un antibiotique très simple, on se soigne très rapidement. Donc devant un syndrome comme ça, fébrile, aigu, dans ces circonstances, il faut consulter tout de suite. On peut craindre une augmentation des cas en cette saison des pluies. 14 jours, 2 semaines après un pic de pluie, on retrouve une augmentation des cas, et ça évolue par vague en fait. Hein. Mettez des bottes. Mettez des bottes si on peut. C'est vrai que c'est pas très courant, mais c'est pas une blague. Alors on a parlé, docteur, de la grippe tout à l'heure. On est en pleine épidémie. Est-ce qu'on a passé le pic? Peut-être. On ne sait pas encore. Je pense qu'on est plutôt en plateau. On a quand même eu une augmentation très très rapide ces dernières semaines, hein, comme on l'a dit. Avec plus je crois qu'on est à plus de 400 cas confirmés. Hein. Quand je dis confirmés, c'est ceux qui ont eu un diagnostic de laboratoire.
une centaine d'hospitalisations, plusieurs décès déjà. On ne sait pas exactement combien parce qu'il faut le temps de reprendre, mais il ne faut pas oublier, la grippe tue. La grippe tue les personnes âgées, les personnes fragiles. Surtout si elles ne sont pas vaccinées, bien sûr. Donc là, je le répète. C'était ma dernière question, justement. Est-ce que vous avez vu une augmentation chez les personnes qui sont venues se faire vacciner cette fois-ci? Est-ce qu'il y a on a malheureusement non pas l'engouement qu'on voudrait pour la vaccination. Chaque année, on le redit. Les personnes à risque, elles sont bien définies. Les plus âgées, les malades, les femmes enceintes aussi. Ce vaccin va... Même s'il n'est pas efficace à 100%, il va largement diminuer, il va éviter les décès, il va éviter les formes graves. Et vraiment, à chaque fois, tous les ans, on invite à se vacciner. Je le répète encore, c'est la solution. Il est encore temps, je dirais, parce que même si le pic est en train de passer, l'épidémie va encore se poursuivre pendant plusieurs semaines. Et donc, il est toujours temps de se vacciner, et je le recommande fortement. Les gestes barrières aussi, je les rappelle, on dit gestes barrières, c'est classique. Du masque, ce serait... Soyons logiques, on est malade, on ne s'approche pas des enfants, on ne s'approche pas des autres, on met un masque, on se lave les mains régulièrement, on se mouche proprement, enfin tous ces réflexes-là, il faut pas les avoir. On oublie un petit peu les bises si on est malade, on se retient, on ne va pas au contact des personnes. Merci beaucoup, Dr Henri-Pierre Mallet, pour toutes ces informations, pour cette séquence prévention. Merci à vous. On va continuer de parler de la santé. La santé, c'est bien le vœu le plus souhaité lors du passage à la nouvelle année. L'occasion ce soir de revenir sur notre santé en 2025. Comment nous nous sommes portés durant l'année écoulée? Quel bilan pour le secteur médical? Retour sur ces 12 derniers mois avec Laure Philibert et Mathai Horey. L'AIS, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Au Fénois, dès le mois de janvier, une fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie voit le jour à Papeete. Voir nos enfants sombrer dans ces addictions-là, c'est pas simple, ça détruit nos familles. Parmi les répercussions de l'accroissement du phénomène, l'addiction de plus en plus répandue chez les femmes enceintes. J'en connais aussi qui malheureusement, ils n'arrivent pas à, je sais pas comment dire, réfréner cette addiction de fumer par exemple ou même plus de boire pendant leur grossesse. Début septembre, plus de 10 000 Polynésiens marchent dans la capitale et dans les îles pour dire stop à la vente et à la consommation de cette drogue. Non à l'AIS, les amis! Non à l'AIS! Début novembre, Mareva Georges organise un séminaire avec le docteur Charles Sophie, psychothérapeute spécialisé dans le traitement des addictions. Sa résilience et son courage ont forcé l'admiration de nombreux Polynésiens. Destiny Tere, 16 ans, devenue tétraplégique, redessine son avenir. C'est un combat lourd, mais on y arrivera. On y croit fortement. On croit en elle, on croit en nous. Quel niveau de prise en charge pour les malades du cancer au Fénois? Ce fut l'objet de 2 questions orales à l'Assemblée fin avril. C'est malheureux d'entendre ces témoignages de ces malades qui sont venus témoigner de leur souffrance. Il n'y a pas eu de rupture de soins, effectivement, mais il y a des gens qui sont très très mal soignés. Pour une date, c'était le TEP-scan. On fait très attention pour garantir aussi la sécurité des patients autour. Fin juin, le centre hospitalier inaugurait son tout premier TEP-scan, un outil pour mieux diagnostiquer les cas de cancer. L'imagerie, ça nous permet de détecter beaucoup plus précocement des sites de récidive qui ne seraient pas forcément détectés par d'autres modalités d'imagerie, scanner seul ou IRM. Le niveau 2 du plan hôpital en tension déclenché. Saturé, le CHPF était sur le point d'activer le plan blanc au mois d'août. Nous serons en situation sanitaire exceptionnelle. La première cellule d'urgence médico-psychologique, la CUMP, a vu le jour au mois d'octobre. Une unité mobile pour accompagner les personnes en état de choc lors d'accidents. La première intervention a eu lieu à Afahiti, fin novembre, après la disparition de 8 personnes. Les réactions que les gens peuvent ressentir, des fois c'est pas dans l'immédiat, c'est quelques jours après, c'est le lendemain. Donc on est toujours attentif à ça, c'est pour ça qu'on est présent sur plusieurs jours. Le secteur médical séduit les Polynésiens. Fin septembre, la première promotion d'aide-soignante formée au Fénois et diplômée. Le retour sur les bancs de l'école, ça n'a pas été facile. Le trajet aussi. Laisser sa famille et venir ici en formation sans compter le nombre de fois où on allait en stage et puis voilà. Ça n'a pas été facile, mais je suis fière quand même de nous. Début novembre, ce sont 70 internes qui ont été accueillis à l'hôpital pour un stage de 6 mois. Des étudiants en médecine désireux de faire carrière au Fénois. Il y a une proximité avec la population ici, les gens ils sont tous gentils, le personnel est hyper sympa, le cadre est en fait idéal pour exercer ici.
Mais moi, je me vois en pédiatrie, à l'hôpital, ou peu importe, mais tant que je travaille au Fénois, ça me fera très plaisir. Voilà notre santé et cette lutte permanente contre le fléau de l'AIDS en Polynésie. Une avancée a été annoncée en fin d'après-midi, celle de l'inauguration d'une nouvelle structure administrative située à Papeete. Elle permettra à la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie de mieux coordonner ses actions. Autre avancée dans la lutte contre l'AIDS, cette ouverture d'une ligne verte. On en parle tout de suite avec vous, Cathy Godot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes la présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Cette structure, c'est l'aboutissement d'un long combat. Plus concrètement, à quoi va-t-elle servir? Qu'est-ce qu'elle va permettre? C'est vrai que ça fait 1 an que nous œuvrons sur le terrain. Effectivement, cette structure, c'est plus qu'un bâtiment. C'est comme un refuge déjà pour les familles et aussi un centre qui pourra accueillir les consommateurs qui souhaitent sortir de cette addiction, effectivement. Les familles et les consommateurs pourront venir également sur place. Exactement. On a déjà commencé à les recevoir avant même l'inauguration de la structure. Voilà, ça c'est un repère pour eux aujourd'hui. Son financement est pérenne. Comment il est financé Écoutez, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir parmi nous à l'inauguration le ministre de la Jeunesse qui nous a soutenus l'année dernière et qui nous a réitéré le soutien du pays. Donc, nous restons positifs et de toute façon, nous n'avons pas le droit d'abandonner dans ce combat-là. Et nous souhaitons justement que tous ensemble, on puisse œuvrer dans ce sens-là une bonne fois pour toutes parce que c'est qu'ensemble qu'on pourra y arriver en tout cas. Comment est-ce qu'il va fonctionner concrètement ce local? Les familles pourront venir tous les jours? Il y aura des professionnels de santé sur place? Alors déjà, en journée, il y aura des horaires d'ouverture qui sont bien calés, mais nos actions ne s'arrêtent pas là. On a une équipe qui tourne H24 en fait. Il faut continuer, voilà, on continue bien sûr, sur à le mener terrain. vos actions sur le terrain. Tout à fait. Évidemment. Et en plus aujourd'hui, avec l'ouverture de la ligne verte, ça va permettre effectivement aux familles d'avoir derrière cet appel quelqu'un qui pourra répondre à leurs demandes. Et vous voyez le numéro s'afficher, 444 007, c'est une ligne verte 24/24. C'est bien ça, et qui va couvrir toute la Polynésie française. Et d'ailleurs, je remercie notre partenaire, Onati, de nous avoir accompagnés sur ce projet. Donc l'idée, c'est que quand un consommateur se sent pas bien, a envie de s'en sortir ou ne va pas bien, ou les familles vous appellent et vous allez sur le terrain, c'est pour un peu aller plus vite finalement dans vos actions, être plus performant. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'était 2 lignes qui étaient directement, on va dire, ciblées, donc celle de M. Charles Renvoyer et la mienne pour les appels de détresse. Donc pas moins d'une quinzaine d'appels de détresse par jour. Donc cette ligne verte va véritablement répondre à la demande des familles en priorité et des consommateurs parce que, quoi qu'on en dise, beaucoup veulent se sortir de cette addiction. Et le combat contre l'AIDS, Cathy Godot, doit se poursuivre. Vous le dites, vous nous parliez tout à l'heure de l'arrivée du fentanyl sur le territoire. Oui, malheureusement, autant ce matin, on était heureux de pouvoir ouvrir cette structure qui pourra répondre sur cette problématique du fléau. Mais nous avons aussi appris que le fentanyl était arrivé et la drogue du PETC. Donc, avec l'AIDS, on avait déjà du mal. La drogue du PETC? Alors, c'est une drogue qui se diffuse via la vapo. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons rencontré les autorités du pays et de l'État pour demander à ce que les produits qui permettent justement de diffuser cette drogue via la vapo soient sortis du marché. Le pays a fait sa part, l'État n'a pas suivi. On déplore, nous en tout cas au niveau de la fédération, cette décision parce qu'avec l'arrivée du PETC qui se diffuse essentiellement par la vapo, nous sommes inquiets et la situation est déjà alarmante, voire dramatique au niveau de la lutte contre l'AIDS. Maintenant, on a ces 2 drogues-là. Le combat se multiplie. Finalement, l'État poursuit tout de même quand même ses actions, il faut le dire, sur le terrain. Il a annoncé hier l'interdiction d'accès des zones de trafic aux revendeurs et aux consommateurs identifiés. Est-ce que ce sera efficace selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Et écoutez, avant tout, je voulais saluer justement toutes les actions qui sont mises en place par l'État de plus en plus. Suite à un petit peu les revendications de la fédération, c'est très bien. Maintenant, la dernière décision qui a été prise par le haut-commissaire, nous pensons fermement que ça ne va faire que déplacer le problème dans d'autres quartiers. Écoutez, des petites actions comme ça, il faut les mener de toutes les manières et voilà, il faut qu'on avance ensemble. Et 2026, c'est dans un jour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année à venir?
En tout cas, nous, on souhaite aux familles de prendre soin d'elles, de prendre soin de leurs enfants. Ces drogues sont arrivées chez nous et on leur fait miroiter le fait que pour ne pas dormir, donc il faudra les prendre certainement. Il y a un moyen pour faire la fête toute la nuit. Donc, vigilance. On pense notamment à nos parents qui sont dans les îles éloignées, qui ne sont pas épargnés. Et mon dernier message, c'est de dire à toutes les familles que personne n'est à l'abri de cette drogue. Donc, de l'ice déjà, et maintenant on a de nouvelles drogues qui sont arrivées sur le Fénois. Donc, vigilance extrême. En tout cas, la fédération, elle est là pour répondre. Le combat continue. Voilà, complètement. Merci beaucoup, Cathy Godot, d'avoir été notre seconde invitée ce soir pour toutes ces informations et pour votre lutte. Bon courage pour l'année et bonne fête à tous. Et bon courage pour 2026 également. Et toute la population est également à vos côtés. Tout à fait. Cette question, à présent, qu'allez-vous porter durant les fêtes? Plus léger, donc, avec ce reportage sur les préparatifs du Nouvel An. À J-1 du passage à la nouvelle année, vous êtes très nombreux à la recherche du détail qui fera briller votre soirée du 31. Les magasins et les professionnels de la beauté sont débordés. Immersion dans l'effervescence des fêtes. C'est avec Jeanne Tinoroa et Rouanoui Atouahiva. Le passage à la nouvelle année arrive et la course contre la montre est lancée. Comme chaque 31 décembre, beaucoup attendent la dernière minute pour peaufiner leur tenue ou trouver l'accessoire qui fera la différence. Cotillon, bracelet fluo, chapeau scintillant. Dans les rayons, tout est pensé pour illuminer la nuit du réveillon et permettre à chacun de briller jusqu'au bout de l'année. Comme chaque année, tout le monde s'y prend à la dernière minute, mais c'est pas grave, on est là pour recevoir la clientèle. Ici, on a des cotillons, des bracelets fluo pour illuminer un peu le jour de l'an. Des chapeaux pour briller, c'est le but, briller le 31. On fête le Nouvel An, donc voilà, une soirée de 18h à 3h du matin. Ouais, le thème c'est futuriste, donc là on a pris des paillettes, on a des lunettes, voilà, on est déguisé tout le staff. Pour beaucoup, impossible d'imaginer ce jour de fête sans tenue de lumière. Que ce soit pour une grande soirée organisée ou une fête entre amis, l'envie est la même, marquer le coup pour le dernier jour de l'année. Les gens sont dans l'effervescence, il faut des paillettes. Du noir, du doré, de l'argent, il faut que ça brille. Il faut le feu d'artifice pour le dernier jour de l'année. C'est souvent rouge ou alors panthère, parce qu'en ce moment le panthère c'est à fond, donc voilà. L'important c'est de faire la fête et de se faire plaisir surtout parce que voilà, la vie est courte et il faut en profiter. Et pour sublimer la tenue, les artistes de beauté s'activent et sont sur tous les fronts. Chaque look s'adapte à la soirée et à la personnalité. Mais si vous leur demandez ce qui fera fureur le soir du 31... Des paillettes. Non, ça dépend, franchement, ça dépend des gens, ça dépend de où ils vont, ça dépend de quelle soirée. Le vrai jour full, c'est le 31. Après, pendant les fêtes, il y a plein de... on bosse plus que d'habitude, mais après, surtout demain. Franchement, les gens, normalement, sont assez cool. Et là, ton mannequin du jour, elle est cool? Ouais, elle est cool. À quelques heures de la Saint-Sylvestre, une certitude demeure. Que ce soit par la tenue, le maquillage ou l'ambiance, il faudra briller. Voilà notre journaliste Jeanne Tinoroa qui s'est donc prêtée au jeu du maquillage à paillettes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Juste après, retrouvez le dernier numéro de l'année de Ciné Nuit avec Ramzi Malouki. Ce sera suivi de 2 nouveaux épisodes de NCIS Los Angeles. Très belle soirée en notre compagnie. À demain sur TNTV, même heure, même place. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.